Bienvenue à tous dans ce journal dont voici les titres. Les projets prioritaires du ministère des Mines et de la Géologie ont aussi été présentés aux partenaires techniques et financiers du département. Ce sont entre autres la construction des ports minéraliers et la construction d'un laboratoire de géologie. Journée mondiale de la vue en Guinée, des consultations et soins gratuits sont offerts aux populations. Au CHU Donka par exemple, c'est le service Cadesso qui offre ces prestations aux patients. Et puis la ville de Conakry change d'image progressivement. Partout les grands ronds-points sont aménagés par le gouvernorat de la ville. Une action saluée par les populations. C'est tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal que nous ouvrons par ces décrets. Décret dès 2022 490 PRG CNRD SGG portant nomination des membres du conseil d'administration de l'autorité de régulation du transport fluvio-maritime ARTFM. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète. Article 1er. Sont nommés membres du conseil d'administration de l'autorité de régulation du transport fluvio-maritime les cadres dont les prénoms et noms suivent. Madame Doussounabe, directrice générale de la Société navale de Guinée. Monsieur Yamoussa Silla, chef de section port et voies navigables à la Direction nationale de la marine marchande. Monsieur Mamadou Kamara, directeur général adjoint de l'Institut national de la statistique du ministère de l'économie, des finances et du plan. Monsieur Souleymane Conté, directeur général adjoint du Centre national de surveillance et de police des pêches du ministère de la Pêche et de l'économie maritime. Monsieur Ibrahim Angaï Kamara, directeur général du Centre national de protection du milieu marin et des zones côtières du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Monsieur Mamadou Seydou Bimbiri Kobari, directeur général du Bureau de stratégie et de développement du ministère des Mines et de la Géologie. Monsieur Mouriba Magasouba, directeur national des libertés publiques et des frontières du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Madame Ansira Kamara, chef de la cellule de communication de la préfecture maritime. Monsieur Mahmoud Kourouma, directeur juridique d'AMC. Article 2. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 13 octobre 2022, signé le colonel Mamadi Doumbouya. Décret dès 2022 491 PRG CNRD SGG portant nomination du président du conseil d'administration de l'autorité de régulation du transport fluvio-maritime. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète. Article 1er. Monsieur Mouriba Magasouba, directeur national des libertés publiques et des frontières du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, est nommé président du conseil d'administration de l'autorité de régulation du transport fluvio-maritime. Article 2. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 13 octobre 2022, signé le colonel Mamadi Doumbouya. Décret dès 2022 492 PRG CNRD SGG portant nomination des inspecteurs régionaux de la pêche et de l'économie maritime. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète. Article 1er. Les cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions ci
après. Inspecteur régional de la pêche et de l'économie maritime de la ville de Conakry, M. Saïfoulaye Baldé, matricule 245 370 Z, en service au ministère de la Pêche et de l'économie maritime. Inspecteur régional de la pêche et de l'économie maritime de Bokeh, M. Jean-Faustin Camara, matricule 187 415 H, précédemment directeur préfectoral par intérim de la pêche et de l'économie maritime de Bokeh. Inspecteur régional de la pêche et de l'économie maritime de Farana, M. Mamadi Nabé, matricule 210 315 K, précédemment chargé des statistiques à l'Observatoire national des pêches. Inspectrice régionale de la pêche et de l'économie maritime de Cancan, Mme Fatoumata Djane, matricule 253 911 K, précédemment inspectrice de contrôle sanitaire à Cancan. Inspecteur régional de la pêche et de l'économie maritime de Zérékoré, M. Domou Pamou, matricule 215 596 C, précédemment directeur préfectoral de la pêche et de l'économie maritime de Yomou. Inspecteur régional de la pêche et de l'économie maritime de la baie, M. Boubacar Ndire Baldé, matricule 262 505 A, précédemment inspecteur de contrôle sanitaire à la baie. Inspectrice régionale de la pêche et de l'économie maritime de Mamou, Mme Nadoua Diaré, matricule 249 990 Z, précédemment en service à la direction préfectorale de la pêche et de l'économie maritime de Bokeh. Article 2. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 13 octobre 2022, signé le colonel Mamadi Doumbouya. Et puis le Conseil des ministres présidé par le chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, a tenu sa session ordinaire ce jeudi. Nous vous proposons de suivre cet extrait. La session ordinaire du Conseil des ministres tenue ce jeudi 13 octobre 2022 de 10h à 12h sous la haute autorité de son Excellence, Monsieur le Président du CNRD, Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya. Les points suivants étaient inscrits à l'ordre du jour. Message de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, compte rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel du mardi 11 octobre 2022, décision du Conseil des ministres, divers. Message de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition. Son Excellence, Monsieur le Président du CNRD, Président de la Transition, chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, a tout d'abord réitéré son engagement à poursuivre les réformes structurelles qui sont en train d'être menées dans l'intérêt supérieur de la nation, bien que cela dérange certains qui veulent à tout prix arrêter la dynamique du sursaut patriotique de refondation en cours. En outre, le chef de l'État a rassuré que notre pays respectera tous ses engagements, à la fois envers ses partenaires et avec ses investisseurs évoluant dans le domaine des mines. Le président de la transition a indiqué que le respect du code minier et la protection des intérêts de notre pays est une mission qu'il assigne à l'ensemble des membres du gouvernement, car plus jamais la Guinée ne retombera dans les erreurs du passé, a-t-il indiqué. Aussi, le chef de l'État a réaffirmé sa ferme et ardente volonté à respecter et faire respecter le sacro-saint principe de l'indépendance de la justice et sa farouche opposition à son instrumentalisation. Il a saisi cette occasion pour inviter l'ensemble des membres du gouvernement et particulièrement le ministre de la Justice, garde des Sceaux, à veiller scrupuleusement au respect de ces valeurs. Et puis vous suivrez l'intégralité du compte-rendu du Conseil des ministres juste après ce journal. Je vous l'annonçais, présentation ce jeudi à Conakry des projets prioritaires du ministère des Mines et de la Géologie aux partenaires techniques et financiers, des projets comme la construction des ports minéraliers aux normes internationales et d'un laboratoire de géologie sont identifiés par le service de coopération et des investissements du département. Explication Moussa Komara, Bisséréo Bangora.
Devant les partenaires techniques et financiers, le ministère des Mines et Géologie, à travers le service de coopération et d'investissement minier, présente son plan stratégique triennal. Les autorités du département espèrent construire des infrastructures portières haut de gamme et transformer les substances sur place d'ici à l'horizon 2023. On a identifié des projets en fonction des défis que nous avons à relever. Par exemple, la quantité. Savoir la quantité exportée de bauxite, la bauxite en Guinée. Aussi, construction d'un laboratoire de référence internationale. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis fort longtemps, nos juridictions sont analysées hors du pays. Ça, c'est un manque à gagner. Aussi, la recherche géologique. Il faut resserrer les mailles pour connaître effectivement les potentiels miniers dans les sous-sols guinéens. La plupart des projets identifiés seront réalisés dans le secteur extractif. Le ministère des Mines peut compter sur des partenaires dans l'atteinte de cet objectif ambitieux qui sonne comme une révolution du secteur minier. On doit beaucoup se concentrer sur le contenu local parce que le contenu local concerne tous les aspects du développement. Donc il faut le vulgariser maintenant pour que toutes les entreprises soient outillées et soient informées pour que cette loi soit appliquée à la lettre. Pendant cet exercice, les techniciens du département vont se succéder pour présenter les potentialités du secteur aujourd'hui en bonne santé. Le secrétaire général du ministère espère des discussions sincères pour le financement et le développement de ce secteur important. Je voudrais que lors des débats, lors des discussions, quand on prend les problèmes que le ministère a, qu'on n'essaye pas de trouver une solution surfaciale, mais qu'on trouve une solution vraiment approfondie, adaptée à nos conditions, à nos besoins. On ne veut pas qu'on nous impose des solutions, on veut plutôt qu'on construise ensemble des solutions. Ce dialogue avec les partenaires techniques et financiers reste un levier important pour la mise en œuvre de ce plan triennal. Et puis récemment, un concours débat sur la gouvernance du secteur minier guinéen a été organisé par Action Mine Guinée autour de la problématique « Le secteur minier est-il indispensable pour le développement durable ?» Au total, 6 candidats étaient en compétition. Makeme dans un reportage. Action Mine Guinée passe par un concours débat pour tester le niveau de compréhension des jeunes sur la gouvernance du secteur minier. 6 candidats sont en compétition. Ils doivent convaincre les membres du jury sur la place des mines dans le développement durable. Là déjà pour la participation c'est bon, je viendrai participer et je m'investirai autant que je peux pour plus de transparence dans le secteur minier parce que la population a le droit de savoir comment leurs ressources sont gérées. Cela ne remet en rien en cause la qualité du débat, la qualité du travail qui est déjà fait. Donc nous, au ministère des Mines, nous sommes très heureux qu'au-delà du ministère des Mines, qu'il y a des citoyens, des jeunes qui s'intéressent aux questions minières, qui s'intéressent aux corrélations entre développement et mines. Pour nous, c'est vraiment le plus important. L'objectif visé est d'amener la nouvelle génération à s'impliquer dans la gouvernance du secteur minier. Ça corrobore de façon significative avec notre objectif qui est celui de démocratiser le débat sur la gouvernance des ressources naturelles en Guinée pour ne pas que ce débat soit un débat d'initiés et qui se limite au niveau de l'élite politique ou encore au niveau des départements techniques. Action Mine Guinée a aussi évalué 17 sites d'exploitation. Des critères mis en place vont leur permettre de recueillir des informations sur le contenu local, des questions relatives à la transparence et la publication des documents contractuels des entreprises. Et puis un drame est survenu la semaine dernière à Siguiri dans une mine d'or située à Norasoba. Le gouverneur de région, après avoir appris la nouvelle, s'est rendu dans les familles éplorées pour présenter les condoléances au nom du chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, et en son propre nom. Fodé Bangali Fofana, reportage. Arrivé ici à Norasoba suite au drame survenu dans les mines d'or jeudi 6 octobre dernier, le général à la retraite Aboubakar Diakité, sous la conduite du préfet de Siguiri, est reçu par les sages et la notabilité de Norasoba. Le gouverneur est porteur du message de compassion du président de la République, colonel Mamadi Doumbouya, et du gouvernement. Nous avons présenté les condoléances au nom du président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya, au nom du CNRD et au nom du gouvernement
guinéens. Et à mon nom personnel, présenter les condoléances à la population de Nora Soba. Alors, le drame qui est survenu, il y a eu 8 morts. Ça, c'est déjà beaucoup. C'est un éboulement de terre dans une mine d'or ici à Nora Soba qui est à l'origine du drame qui a fait 8 morts. Face à cette douleur, il est nécessaire de prendre des dispositions pour mieux sécuriser l'exploitation artisanale des mines d'or dans la région. Nora Soba, ce n'est pas la première fois. Nous allons prendre des dispositions pour donner des guides et des conseils à la direction préfectorale des mines pour dire à nos populations, on ne peut pas les interdire les sites miniers, mais on va changer le schéma et les manières d'exploitation de ces sites miniers pour éviter que nous perdions les vies humaines. Le sous-préfet, le maire, les conseillers communaux et les sages sont invités à veiller au respect de ces instructions pour que de tels drames ne se reproduisent ici à Nora Soba. Pour le gouverneur Aboubacar Diakité, c'est regrettable qu'on arrive à perdre aussi massivement des bras valides à la fleur de l'âge. Il faut que cela s'arrête, a-t-il martelé. Dans l'actualité encore, la délégation guinéenne intensifie les rencontres aux assemblées annuelles du Fonds monétaire international et du groupe de la Banque mondiale. Les débats se focalisent plus sur la situation économique des États, aussi sur les réformes budgétaires et structurelles menées par les pays africains. Mamadi Gassama depuis Washington. Les assemblées annuelles du Fonds monétaire international et du groupe de la Banque mondiale, c'est aussi des échanges de haut niveau. En témoigne cette rencontre avec le sous-secrétaire d'État adjoint des Affaires africaines. En toile de fond, la revue de la situation économique et la poursuite du programme de promotion des investissements pour améliorer l'attractivité de la Guinée. L'autre rencontre non des moindres, c'est la réunion des ministres des Finances de certains pays africains avec le G7. Les discussions se sont entre autres orientées sur les réformes budgétaires et structurelles menées par les pays africains, ce en vue de favoriser une croissance inclusive dans un contexte de crise internationale. Ces efforts de gouvernance économique et financière vertueux ont permis au département d'État de nous parler de l'intention de certaines entreprises américaines à s'investir dans le projet d'importance capitale pour la Guinée qui est le projet Simandou. La Guinée a été invitée à la réunion du G7. Et nous avons expliqué les mesures que le gouvernement de la transition a prises depuis le 5 septembre, notamment pour renforcer la transparence. D'abord dans la préparation d'un budget sérieux, mais aussi demander au Fonds monétaire des ressources supplémentaires en ce qui concerne les DTS qui ont permis à notre économie d'avoir de la disponibilité pour faire face aux dépenses d'infrastructures, aux dépenses sociales, mais surtout au paiement des arriérés qui nous a permis de relancer relativement notre économie pour être résiliente aujourd'hui. La question de politique monétaire alimente également les discussions. Les gens sont toujours étonnés lorsqu'on les présente nos résultats parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre la résilience dont fait preuve l'économie guinéenne. Donc nous leur avons présenté les mesures que nous avons mises en place pour que notre économie puisse faire face au choc né de la Covid et du conflit russo-ukrainien. Des assistances techniques ont été sollicitées dans ce sens, ceci pour permettre à l'administration fiscale d'accroître les recettes. Au ministère des Affaires étrangères, Dr Maurice Kouyaté reçoit la directrice régionale de l'UNFPA. Elle était venue présenter le nouveau programme que l'institution compte lancer en Guinée. C'est également un moyen de renforcer la coopération entre la Guinée et le Bureau Afrique du Fonds des Nations Unies pour la population. Mariam Camara. En visite de travail en Guinée, Madame Argentina Matavel, directrice régionale de l'UNFPA pour l'Afrique du Centre et de l'Ouest, s'est entretenue lundi matin avec son Excellence, Dr Maurice Kouyaté, ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale, de l'intégration africaine et des Guinéens de l'étranger. Les échanges ont porté sur le développement du prochain programme de coopération qui doit s'étendre sur 5 ans. Que les femmes et les jeunes filles qui veulent exercer leur choix de quand avoir leurs enfants pour pouvoir étudier, pour pouvoir aller au champ, pour pouvoir aller au service, qu'elles puissent espacer ses enfants. C'est pas bien qu'une femme soit coincée à la maison avec 15 enfants, 10 enfants, quand elle veut travailler, quand elle veut étudier.
Donc c'est ça la planification familiale. Grand défenseur de la cause féminine depuis ses premières années professionnelles, Dr Maurice Ndankouyaté promet d'apporter tout son soutien à la directrice Matavel pour la réussite du prochain programme du Fonds des Nations Unies pour la population. Les familles s'organisent pour que les enfants qu'ils vont avoir puissent leur permettre de grandir, puissent leur permettre de les faire grandir sans accroc. Que la femme puisse aller à l'école même si elle a un enfant, qu'elle puisse aller au champ même si elle a un enfant et qu'elle puisse espacer pour mieux supporter. C'est différent de l'imitation des naissances. A rappeler que le programme en cours de l'UNFPA est presque arrivé à son terme. Pour cette dernière année avant renouvellement, l'institution et la Guinée vont travailler sur les orientations du nouveau programme. Justice avec cet important don aux personnes vulnérables en détention ce matin à la maison centrale de Conakry. Entre autres cadeaux, des machines à coudre, des habits et autres biens évalués à hauteur de 160 millions de francs guinéens. Le geste est de l'UNICEF. Kerno Younoussaba, Sankumba Doukouré. C'est un appui aux personnes en contact avec la loi. L'UNICEF, à travers l'Union européenne, donne du sourire aux mineurs et femmes en détention à la maison centrale de Conakry. Ce geste entre dans le cadre de l'amélioration des conditions carcérales. Il vise à promouvoir les droits des prisonniers. 110 personnes sont concernées par ce don. Depuis 2021, ceci est la 4e remise de matériel et d'équipements aux mineurs en détention à la maison centrale de Conakry, pour renforcer la résilience des mineurs, la dignité et la protection des enfants en attendant d'être fixés sur leur sort. Mais comme vous le savez déjà, Monsieur le ministre, la place des enfants n'est pas en prison. Et nous vous sollicitons pour encourager la célérité dans la gestion des dossiers des enfants qui sont encore enfermés dans les prisons du pays, notamment à Conakry. Cet appui est composé de 50 matelas, 10 machines à coudre et accessoires, 110 complets ainsi que des objets de jeu. Il vient renforcer la volonté du gouvernement en matière d'humanisation des prisons. Cette assistance qui vient à point nommé vient encore remplir un vide qui est celui de l'accompagnement de ces mineurs en milieu carcéral. Les doléances ont été posées par rapport à la diligence des procédures concernant ces mineurs. Ce que je peux dire, avec l'appui du président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, colonel Mamadi Doumbouya, il a pu doter aujourd'hui notre pays, après combien d'années, d'un siège du tribunal pour enfants, totalement équipé sous sa propre initiative. C'est pour dire qu'il ne badine pas avec les questions des droits de l'enfant. À travers la Direction nationale de l'éducation surveillée et de la protection judiciaire de la jeunesse, le ministère de la Justice et des droits de l'homme est en train de gagner la politique de réinsertion en milieu carcéral. Le procès du 28 septembre se poursuit à Conakry ce mercredi. Marcel Guilavogui, ancien garde du corps du capitaine Moussa Dadis Camara, était à la barre. Il a donné sa version des faits sur la commission des crimes au stade du 28 septembre en 2009. Kerno Younoussaba, compte rendu. Monsieur Marcel Guilavogui, venez à la barre. Ministère public contre Marcel Guilavogui. Questionné sur sa présence et celle de ses amis au stade à l'époque, l'accusé nie sa participation à quelconque attroupement ce jour-là. L'ex-garde du corps du capitaine Moussa Dadis Camara indique d'ailleurs être malade le 28 septembre. Au ministère public de répliquer, Amadou Diallo soutient que des accusations concordantes de Jean-Marie Doré, Sidia Touré et colonel Tchegoro Camara révèlent qu'il était bel et bien au stade ce jour du 28 septembre 2009. Amadou Diallo poursuit que l'accusé est effectivement poursuivi pour pillage, vol à main armée, meurtre et autres faits graves. Interrogé sur la tenue d'une réunion au camp Alpha Diallo à la veille des événements malheureux, Marcel Guilavogui dit non à ce qu'il a appelé des allégations. Sur ce refus de l'admission des leaders politiques à la clinique Ambroise Paris, l'accusé ne reconnaît pas, voilà ce qui est de sa narration des faits, de quoi étonner le représentant du ministère public. Le procureur Amadou Diallo l'a aussi interpellé sur la marque de l'arme qu'il détenait et de son rôle dans le transport et la dissimulation des corps, comme pour dire que le dossier du 28 septembre n'a pas encore livré tous ses secrets.
Célébration ce jeudi à Conakry de la journée mondiale de la vue, une occasion mise à profit par les structures ophtalmologiques pour offrir des consultations et des soins gratuits aux populations. Au CHU Donka, par exemple, c'est le service Cadesso qui offre ses prestations aux patients. Le point avec Mariam Camara. Très tôt ce matin, ils étaient nombreux, ces citoyens, à se rendre au centre Cadesso du CHU Donka. La gratuité des consultations ophtalmologiques en cette journée mondiale de la vue est la méthode choisie. Depuis plusieurs années, le ministère de la Santé et ses partenaires, à travers différentes structures ophtalmologiques du pays, rendent accessibles les soins. La cécité et les baisses de vision sont une cause de baisse de la production et de la productivité dans les communautés fortement touchées par ces fléaux. Dans les pays en développement, la cataracte est la première cause de cécité. En Guinée, elle touche environ 50 000 personnes. D'où l'importance du dépistage précoce et de traitement efficace. Depuis plus de 100 ans, nos membres mènent des actions visant à lutter contre la cécité, à restaurer la vue et améliorer la santé oculaire et les soins ophtalmologiques proposés à des centaines de millions de personnes partout dans le monde. Comme chaque année, les Lions de Guinée organisent également à l'occasion de la Journée mondiale de la vue des dépistages gratuits et une campagne de sensibilisation. Au centre Cadesso, comme dans de nombreuses structures, les patients se sont succédés tout au long de la journée. Parfois, je viens à la consultation, on me demande 50 000, 100 000, et aujourd'hui, je n'ai rien payé. La journée d'aujourd'hui est totalement gratuite. Je viens de bénéficier des médicaments vraiment soulagé. Attirer l'attention du monde sur l'importance des soins oculaires reste la thématique retenue cette année. La journée mondiale de la vue, devenue un rituel, est célébrée tous les deuxièmes jeudis du mois d'octobre à travers le monde. Nous poursuivons cette édition. La 53e journée de la normalisation sera célébrée ce 14 octobre. Cet événement intervient dans un contexte où les États du monde sont appelés à œuvrer ensemble pour accélérer la réalisation du programme mondial à l'horizon 2030, d'où le thème « Une vision commune pour un monde meilleur ». Pour vous, la déclaration de la ministre du Commerce et de l'Industrie au micro de Abdul Karim Kamara. Elle a toujours été une référence dans le monde, obtenue par consensus. La norme s'impose de plus en plus comme meilleur outil de développement socio-économique d'un pays. Célébrée depuis 53 ans, elle a fait l'objet de nombreux efforts déployés par les experts du monde entier afin de trouver les accords techniques d'application publiés sous forme de normes internationales. Les objectifs de développement durable qui visent à atténuer les inégalités sociales, à développer une économie durable et à freiner les changements climatiques sont extrêmement ambitieux. L'atteinte de ces objectifs exigera la coopération de nombreux partenaires des secteurs publics et privés et le recours à l'ensemble des outils disponibles, y compris les normes internationales et l'évaluation de la conformité. Dans cette optique, les normes sont plus pertinentes que jamais. Une vision commune pour un monde meilleur est le thème retenu cette année. Celui-ci en appelle à la puissance de la coopération des États du monde. Objectif, donner aux individus les moyens d'aborder de front les défis de la durabilité avec des solutions concrètes. L'application des normes internationales contribue fortement à éviter et à éliminer les obstacles techniques inutiles au commerce. C'est là tout le sens dans le monde réel de la facilitation du commerce. Le gouvernement guinéen, pour sa part, continuera à appuyer l'Institut guinéen de normalisation et de métrologie en mettant à sa disposition les moyens nécessaires pour la diffusion, la publication et la mise en œuvre effective des normes nationales, régionales et internationales. De cette consolidation d'aptitude des organismes de normalisation naît une infrastructure qualité. Cette démarche est soutenue par des disciplines comme la normalisation, la métrologie, la certification, l'inspection, les essais et l'accréditation.
Vous l'avez compris, c'était donc le secrétaire général du ministère du Commerce et de l'Industrie au micro d'Abdoul Karim Kamara. Et pendant ce temps, des réformes sont enregistrées à la douane guinéenne. Ce sont entre autres l'informatisation de ces services et la formation continue des travailleurs. Les cadres se réjouissent de ces innovations et saluent l'élévation au grade de général du DG par le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. Compte rendu, Bakary Bamba Kondé. Créée au lendemain de l'indépendance en octobre 1958, la douane guinéenne a pour mission principale la mobilisation des ressources budgétaires de l'État, la promotion et la protection de l'espace économique national. Aujourd'hui, sur instruction du chef de l'État, la nouvelle direction générale a engagé plusieurs réformes allant dans le sens de la consolidation de l'institution douanière, notamment la généralisation du paiement en ligne et l'informatisation des différents services de Conakry et de l'intérieur du pays. Vous avez été un membre actif du groupe de travail régional pour le développement informatique. Vous avez participé à différentes réunions et rencontres internationales dans le cadre d'informatisation des administrations douanières au niveau régional et international. Aussi, au cours des 10 dernières années, vos contributions à la réussite et la poursuite des travaux de réforme et de modernisation de notre administration sont inestimables. Ces innovations au sein de l'administration douanière mettent en confiance les opérateurs économiques pour participer à la refondation de l'État prôné par le colonel Mamadi Doumbouya. Pour perpétuer cette avancée dans l'intérêt des travailleurs et de la population, le directeur général s'engage. Nous continuerons à nous battre nuit et jour pour assurer dans l'honneur notre mission, dont l'un des éléments clés est la mobilisation des recettes. Nous nous battrons pour toujours plus de recettes. Nous continuerons à nous battre pour lutter contre la fraude. Nous continuerons à nous battre pour faire la promotion des industries installées dans notre pays. Ces multiples innovations contribuent à l'amélioration des conditions de travail des douaniers guinéens avec l'engagement des nouvelles autorités des douanes selon le service des affaires sociales, d'où l'élévation au grade de général de brigade du directeur général récemment par le président de la République qui réjouit ses collaborateurs. Sur le plan environnemental, le suivi de la campagne de reboisement entre dans sa phase active. Des engins roulants sont mis à la disposition des inspecteurs régionaux et directeurs préfectoraux par le ministère de tutelle afin d'assurer le suivi régulier des sites reboisés. Plus de détails avec Mamadou Alpha Baldé. Pour assurer le suivi correct des plans mis en terre au compte de la campagne de reboisement 2022, une cinquantaine de motos sont achetées par le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Inspecteurs régionaux de l'environnement et directeurs préfectoraux des forêts et faunes devront ainsi sillonner l'ensemble des sites reboisés et s'assurer de l'évolution des plans. Ça change beaucoup de choses. On était là-bas, on était en manque de moyens de logistique. Le déplacement n'était pas du tout facile. Après les opérations de planting déjà réalisées à travers tout le pays, la phase de suivi est considérée comme cruciale pour la réussite du reboisement, d'où la nécessité d'utiliser ces moyens logistiques dans le strict cadre professionnel. Aujourd'hui, nous sommes à l'étape de suivi et d'évaluation de ces activités et cela ne peut pas se faire sans garantir la mobilité des personnes qui sont en charge de ce processus de suivi et d'évaluation. Ça a été fait comme l'indiquait le TDR qui a décliné tout le processus. Nous avons bien voulu doter les services déconcentrés. Je dis bien services. Ça veut dire que les motos sont destinées aux services. Au même moment, ces cadres prennent connaissance de la nouvelle application Combo Collect. À l'orée de leur déploiement sur le terrain, cet outil leur permettra de géoréférencer les sites reboisés et apprécier leur étendue. Une équipe de 38 personnes qui doit être déployée sur l'ensemble du pays est en train d'être formée
formés avec des fichiers sur la base d'outils Excel et d'applications Kobo Collect, effectivement, qui sont des outils spécialisés en suivi et évaluation. Cette année, plus de 1000 hectares ont été restaurés par le gouvernement. À présent, les responsables du ministère de l'Environnement et du Développement durable mettent l'accent sur le suivi et la consolidation des acquis. À présent, ce communiqué de l'électricité de Guinée, EDG, communiqué. La Direction générale de l'électricité de Guinée, EDG-SA, informe son aimable clientèle que dans le cadre des travaux de construction du poste source de Sanoya, une opération de remplacement de disjoncteurs au poste Matoto sera parallèlement conduite par les équipes et pour des raisons de sécurité, les départs issus du poste Kisoso et le poste mobile de Sanfonia seront consignés du 12 au 13 octobre 2022 de 8h à 17h. Par conséquent, la fourniture d'électricité sera interrompue ou alternée pour les quartiers concernés durant la durée des travaux. Ce sont entre autres Anta, Tombolia, Lansanaya, Lambagné, Sangoya, Kuntia, Kisoso, etc. EDG sait compter sur la bonne compréhension de tous. Pour toute information complémentaire, appelez le centre de service client Allo EDG au 621 11 11 11. Électricité de Guinée, une entreprise au service des Guinéens. Et puis la pomme de terre est à l'honneur aux 72 heures de la terre guinéenne. Cet événement qui à sa première édition vise à promouvoir le secteur agricole. Déjà plusieurs panels sont organisés sur l'importance de ce tubercule, aujourd'hui très prisé sur le marché guinéen. Tierno Maroufba, Algassimouba. La pomme de terre, un tubercule très prisé. Selon une étude de l'USAID, cet aliment riche en amidon a été expérimenté en Guinée depuis 100 ans. Aujourd'hui, la pomme de terre est cultivée dans plusieurs localités du pays. Le concept « Les 72 heures de la terre guinéenne » compte promouvoir ce tubercule. Timbi Madina, grand bassin de production de ce produit phare, est la localité invitée d'honneur. Une contrée qui produit 70% de cet aliment sur le territoire guinéen. Depuis 1922 et 2022, aujourd'hui, ça fait maintenant 100 ans que cette pomme de terre a pris le label de Guinée et est produite en Guinée. Je pense que c'est une opportunité encore une fois pour tout un chacun. En ce 12, célébrer aujourd'hui cette fête qui consiste en tout cas à vendre l'image de la pomme de terre. Cet événement agricole mobilise la Fédération des paysans du Fouta Djallon, forte de 15 000 membres. Lors de ces 72 heures, des panels sont organisés pour parler de la pomme de terre dans toutes ses diversités. Le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage appuie cet événement agricole. Notre objectif, c'est de faire savoir à cette population guinéenne que la pomme de terre n'est pas un produit de luxe, que c'est possible que tous les ménages aient accès à cette pomme de terre tous les jours. Nous avons espoir que l'année prochaine, la production va augmenter et que la pomme de terre va se vendre à un prix accessible pour toutes les populations. Si cela se fait, soyez rassurés que l'année qui vient après, on va tripler les efforts, on va nourrir les Guinéens et on va nourrir une bonne partie de l'Afrique de l'Ouest. Cette première édition des 72 heures de la terre guinéenne se veut comme une vitrine de promotion de l'agriculture en Guinée. Pour la seconde édition, les organisateurs explorent des pistes pour toucher toutes les localités. Dans l'actualité toujours, la ville de Conakry fait peau neuve. Partout, les grands ronds-points sont aménagés par le gouvernorat de la ville. Une initiative saluée par bon nombre de citoyens, même si certains estiment que l'essentiel réside dans le suivi des travaux. Alpha Isiagaba, reportage. Des espaces verts aménagés et des ronds-points embellis. Voici l'image de la ville de Conakry. De Kalouma Soufoni en passant par Hamdalaï et sur l'autoroute Fidel Castro, les ronds-points forcent les regards des passants. D'où est venue l'initiative? Nous avons été au gouvernorat de Conakry. L'embellissement des espaces publics est l'une des feuilles de route de la gouverneure Mawa Silla. La principale motivation, c'est que dans les prérogatives du gouvernorat de la ville de Conakry, il est bien noté l'amélioration
de cadre de vie, l'embellissement de la ville, et la sécurisation, le dégagement des encombrants sur les emprises des voies. Donc c'est entre autres des prérogatives du gouvernement de la ville de Conakry. Cet embellissement ne concerne pas que les ronds-points. D'autres lieux publics sont dans le projet d'aménagement. Au total, 12 ronds-points sont ciblés. Ceux de Constantin et Bambeto ne font pas partie pour des raisons de chantier en cours. C'est vraiment appréciable dans la mesure où ils n'ont pas fait à un seul point, mais ils ont choisi partout dans la capitale. Donc c'est vraiment appréciable, ça fait la beauté de la ville. Quand on voit des choses ou bien des lieux verts et embellis, on ne fera que se réjouir. Mais moi, ma crainte, c'est quoi? C'est par rapport au suivi. Mais est-ce que le gouvernorat de la ville de Conakry va continuer vraiment à suivre ces ouvrages? Pour l'entretien de ces espaces verts, des points d'eau sont installés. L'autre crainte des populations rencontrées, c'est la sécurité des lieux. Au gouvernorat, des dispositions sont déjà prises. La sensibilisation des citoyens est la piste envisagée. Dans la Cité des Agrumes, vulgarisation du protocole national de prise en charge des survivantes des violences basées sur le genre. La rencontre a réuni les officiers de la chaîne pénale et agents de santé. Elle se penche sur l'interprétation des rapports médicaux, facilitant ainsi la prise en charge au niveau de la justice. C'est une initiative du ministère de la Promotion féminine et de l'enfance. Mohamed De Camara. Les violences basées sur le genre constituent une problématique d'une grande ampleur. Très malheureusement, beaucoup de survivantes ne sont pas prises en charge. Un constat qui amène les autorités du ministère de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables à renforcer les connaissances et les compétences des officiers de la chaîne pénale et les agents de santé pour une prise en charge intégrale des victimes de VBG. D'abord, partout, il n'y a pas de personnel capable d'assurer une prise en charge correcte de ces victimes de VBG-là. Parce que cette prise en charge, elle est multiforme. Il y a plusieurs volets qui la composent. Vous avez un volet médical, vous avez un volet juridique et judiciaire, vous avez un volet psychologique, vous avez un volet social, un volet sécuritaire, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'acteurs qui interviennent dans cette prise en charge, relevant des départements différents. La rencontre se penche également sur l'interprétation des rapports médico-légaux qui balisent la voie pour la prise de décisions de justice contre les acteurs de l'agression. Dans le thème, vous allez remarquer qu'il y a l'interprétation du rapport médico-légal qui est établi par les services de la médecine légale. Ce rapport est très important pour nous puisque c'est l'un des éléments sur lesquels les juges s'appuient pour pouvoir décider de rentrer en condamnation. Lorsqu'un rapport médical, qui est une pièce maîtresse, qui motive même, qui est le fondement même de la décision que le juge rend en matière de VBG, si ce rapport, le juge n'est pas à mesure de l'interpréter, de le comprendre, et il est évident que la décision qui va être prise ne va pas refléter à la réalité. Le combat des autorités en charge de la protection des filles est de mettre fin à cette pratique. Aujourd'hui, il commence à porter ses fruits car beaucoup de cas sont dénoncés. Et ce soir, nous bouclons à nouveau cette édition par cette page noire. L'ancien secrétaire général du journal Parler de la RTG, Elhadj Mamadou Bassouma Tessema, après avoir reçu tous les honneurs dus à son rang, notamment la baptisation de la salle de rédaction du journal Parler de la radio Guinée en son nom. Il a ce jeudi regagné sa dernière demeure à Tamouya, son village natal d'Amboké. Une forte délégation de la RTG était présente sur les lieux. Marwan Camara. Après le symposium en hommage à feu Mamadou Bassouma Tessema et un tour d'honneur dans l'enceinte de la RTG Koloma, la dépouille mortelle du regretté a été ramenée à Tamouya, son village natal dans la préfecture de Boké. Une forte délégation des travailleurs de la RTG, du ministère de la Communication et de l'Information était mobilisée. Dès l'annonce de son décès, toute la RTG s'est mobilisée, tant à Conakry qu'à Tamouya ici, où il est né. Donc cela est dû à son comportement. Alors, quelle leçon peut-on tirer de cela?
c'est d'attirer l'attention de tout, qu'on développe l'amour du travail, le service qui nous est confié, qu'on se batte pour l'exécuter à temps et dans les normes. Depuis déjà 1978, je suis à la radiodiffusion nationale, mais je n'ai jamais entendu TCMA se plaindre, dire j'ai faim, je suis malade ou bien l'argent me manque, jamais. Donc c'est quelqu'un qui ne se plaignait pas et pourtant au fond il souffrait. Après avoir reçu le corps et la délégation, la famille biologique du défunt Mamadou Bassouma Tessema s'est dite réconfortée. Tessema fut un garçon très populaire. Tessema est plus populaire à Kankan qu'à Conakry. Compte tenu de son amour vers le football, il a organisé un club et il était le président. C'est ainsi qu'on a nommé Tessema, parce qu'en ce moment, le président de la CAF, de la Confédération africaine de football, était Tessema. Ensuite, Tessema à Conakry, nous on l'appelle RTG. Parce que la vie de Tessema, c'était à la RTG. Nous ne pouvons vous dire que merci. La RTG, merci. Vous avez trop fait. Nous remercions la ministre de l'Information et de la Communication. La terre de Binti Modia, qui a vu naître Tessema, le reçoit aujourd'hui après un service digne rendu à la nation guinéenne pour un repos éternel. Et c'est la fin de ce journal. Grand merci à tous de l'avoir suivi. On se dit à très vite sur la RTG si le propriétaire des temps et des circonstances le veut bien. Prenez soin de vous. Au revoir.